Moi, je pense pas qu'un banquier d'affaires doit être optimiste. Je pense qu'un banquier d'affaires, il doit être réaliste et il doit être opiniâtre, déterminé. Nous, c'est ce qu'on est. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Career Insight. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Franck Portet. Franck Portet est Managing Director, Co-Chairman Investment Banking de Alantra et CEO du bureau de Paris, donc de Alantra en France. Bonjour monsieur Portet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma première question est très générale. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Alors, j'ai un parcours assez atypique pour la banque d'affaires parce que je concilie des expériences professionnelles dans des milieux traditionnels banque d'affaires et en même temps, j'ai une casquette d'entrepreneur. Donc, j'ai eu la chance d'être à l'origine de 2 initiatives de banque d'affaires en France. La première, Guts Partners, que j'ai vraiment lancée de zéro, et quelques années plus tard, Alantra, où je suis actuellement, comme vous l'avez rappelé, CEO. Alors, revenons à la genèse de ce parcours. Comment avez-vous découvert d'abord l'univers de la corporate finance et qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans cet univers ? Alors c'est vraiment des rencontres comme toujours. C'est donc mon co-locataire à Londres qui faisait un stage chez Morgan Stanley, qui m'expliquait qu'il faisait des magnifiques road trips pour lever de l'argent aux États-Unis avec tout ce qui était autour de cet environnement très stimulant, et donc ça m'a donné vraiment envie de connaître ce milieu-là. Et très vite, je me suis aperçu que la diversité des situations, les rencontres avec des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants de fonds d'investissement étaient source de richesse et de progression permanente et de développement personnel permanent. Alors, vous avez étudié à l'ESCP et après l'obtention du diplôme, avant Guts Partners, vous avez travaillé pendant 2 ans en private equity chez France Télécom. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce début de carrière professionnelle et cette expérience ? Alors, on était vraiment au tout début du private equity, donc c'était encore un mot qui n'était pas très utilisé. France Télécom avait une ambition forte de développer son activité d'investissement, avait créé un des premiers corporates à créer un véhicule de private equity, qui était l'ancêtre d'Innovacom, qui est venu bien après, et ensuite ça a encore évolué. Mais donc l'idée, c'était d'utiliser tout le réseau télécom de France Télécom pour aller dénicher des pépites et investir plutôt du capital développement dans des entreprises européennes. Et ça s'intégrait dans un projet global avec Deutsche Telekom, c'était une joint venture dans laquelle j'ai pu travailler pendant 2 années. Et c'était au moment de la bulle Internet, donc il y avait beaucoup d'opportunités d'acquisition pour France Télécom. C'était pas encore une bulle, mais il y avait énormément d'opportunités, c'est juste. Et après ces 2 ans en private equity, vous transitionnez vers la banque d'affaires et le M&A. Alors d'abord chez Guts Partners et à Munich. Donc est-ce qu'on peut parler de cette double transition du pays vers le M&A et puis de la France vers l'international, l'Allemagne, où vous commencez votre carrière de banquier d'affaires à Munich. Alors chez France Télécom, j'étais déjà basé en Allemagne, à Saarbrücken. Là, il y a eu deux événements. Le premier, c'est que j'ai rencontré mon épouse, classique, donc nationalité allemande. Donc, j'ai eu un tropisme vers l'Allemagne assez naturel, assez rapide. Et puis, la deuxième explication de cette transition, j'avais des propositions pour aller travailler à Londres. Donc, j'ai préféré Munich pour ces raisons-là notamment. Et puis, j'avais un diplôme allemand, un diplôme Kaufmann que j'avais fait à Berlin. Et la deuxième, ce sont des anciens de l'ESCP qui dirigeaient à l'époque Guts et qui m'ont séduit. J'ai vraiment choisi une équipe. C'est un peu un fil conducteur dans ma carrière. J'ai choisi plutôt une équipe, des personnalités fortes et un projet plutôt qu'une maison installée et une marque très forte. Puisque Guts à l'époque était encore, ça s'appelait même pas Guts à l'époque, mais c'était encore une maison très très petite et avec une réputation qui se montait. Alors, nos auditeurs ne connaissent pas forcément très bien tous les différents métiers en corporate finance. C'est quoi les différences dans les missions quand on fait du PI et après quand on
fait de la banque d'affaires? Vous passez de l'autre côté de la table en fait. Dans un cas, vous êtes investisseur, donneur d'ordre et vous utilisez la banque d'affaires pour vous accompagner. Et de l'autre côté, quand vous êtes banquier d'affaires, vous conseillez l'investisseur dans sa stratégie d'investissement ou de désinvestissement lorsqu'il s'agit de cession. Donc on passe d'un statut principal, dans notre jargon, à un statut d'advisor. Alors revenons sur Goetz Partners. Vous travaillez pendant quelques temps en Allemagne et après vous participez à la création du bureau de Paris de Goetz Partners. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de ce lancement et puis ensuite les principales étapes du développement de Goetz Partners à Paris? Ouais. Alors comme vous l'avez dit, c'était l'époque de la bulle Internet. J'avais 29 ans et je me suis aperçu, il y avait beaucoup d'opportunités sur le marché français. Par mes réseaux, je commençais à avoir un deal flow intéressant et je me suis aperçu que pour réussir dans le milieu de la banque d'affaires, en tous les cas pour originer des opérations sur le marché qui est le mien, mid-market, vous devez être proche de votre environnement culturel et social. Et donc, de l'Allemagne, il était impossible pour moi de monter un fonds de commerce. Donc, j'ai demandé aux dirigeants de Goetz d'aller ouvrir le bureau à Paris. Et donc, j'ai été le premier salarié de Goetz à Paris et j'ai lancé l'activité comme ça. Ensuite, la grande étape, ça a été 2 opérations emblématiques. La première, ça a été l'acquisition d'Editis pour le compte du groupe Wendel. Et Editis, c'était une grande maison d'édition qui appartenait au groupe Lagardère, qu'ils ont dû vendre pour des raisons d'antitrust. C'est une opération à l'époque LBO avec Wendel. C'est la première fois une des premières opérations emblématiques. 600 millions d'euros de valeur, si j'ai bonne mémoire. Ça ancré Goetz sur le marché français. Et puis l'autre opération, c'était Sport5, qui est du marketing de droits sportifs, où là on était conseil à l'achat également pour le compte de Advent International. C'était également une très grosse opération. Et ces 2 opérations ont été faites coup sur coup au moment du lancement, peu après le lancement de Goetz, et donc a permis ensuite de recruter, de monter l'équipe, d'avoir des bureaux, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc un développement, et vous êtes resté presque pendant 15 ans chez Goetz Partners. Ouais. Aujourd'hui, avec votre recul, quelles sont les particularités de Goetz Partners par rapport à ce qui étaient vos concurrents à l'époque, au cœur des années 2000 et au début des années 2010? Alors c'est 15 ans au total, donc c'est 5 ans 4 ans, 5 ans en Allemagne et puis le reste en France. Donc ça fait une période longue, mais j'ai l'impression d'avoir fait deux stops en fait. D'abord l'Allemagne, puis la France. Les particularités à l'époque, c'était là aussi très entrepreneuriale, une plateforme très entrepreneuriale et très axée sur le franco-allemand. Donc on a vraiment travaillé sur l'Allemagne était quand même et reste encore une terre un peu difficile à conquérir pour les Français et vice versa, sans mauvais jeu de mots. Et donc ma double culture, mon implantation forte à Munich m'a permis d'aller vendre des missions pour cross-border entre ces deux pays. Ça a été en tous les cas un outil marketing important pour nous faire connaître. L'autre particularité de Goetz, c'est cette double offre M&A et consulting. Et donc, ils ont encore aujourd'hui une offre de stratégie consulting qui peut être intégrée pour un client. Par exemple, vous avez un fonds d'investissement qui regarde une opportunité, il peut prendre la casquette M&A d'un côté et puis la casquette consulting pour faire un audit stratégique de la cible regardée. Alors après cette expérience significative, vous rejoignez une autre banque d'affaires qui était encore à l'époque, si je ne me trompe pas, appelée N+1 et qui deviendra Allentra quelques mois plus tard. C'est en 2015. Pourquoi avoir rejoint cette nouvelle aventure et comment ça s'est fait et quelle était l'ambition de Allentra en France à cette époque? Alors la rencontre, l'anecdote, c'est déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, 15 ans au même endroit. C'est une carrière un peu atypique pour un banquier d'affaires qui a plutôt... voilà. Moi, j'ai fait ce parcours puisque j'ai lancé une activité en France, donc il y a un investissement qui est différent que d'occuper des fonctions dans un groupe. Là, ça a été un chasseur de tête qui m'a contacté. Ça a été une rencontre d'un quart d'heure, Gare du Nord, avec le chairman de N+1 à Allentra à l'époque, et la conviction qu'on pouvait faire quelque chose de
appliquer les mêmes recettes que j'ai appliquées sur Guts au démarrage, mais avec plus de moyens, plus d'ambition, une plateforme beaucoup plus importante et surtout un accès au capital. Donc, je suis passé d'un statut entrepreneur salarié à un statut d'entrepreneur actionnaire. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler la genèse de la création de Alantra en Espagne ? Alors, la genèse, c'est Santiago Ikudazu, qui est aujourd'hui notre executive chairman, qui a travaillé au ministère de l'économie, qui a été chef de cabinet du ministre Aznar. Il a à cette occasion développé tout un réseau de relations dans le monde bancaire, dans le monde des entreprises. Il avait une responsabilité qui était également européenne. Et donc, il a capitalisé sur ce réseau pour créer une entreprise de conseil juste après son départ du ministère, qu'il a développé, qu'il a vendu à Morgan Stanley. Il a dirigé Morgan Stanley Espagne pendant 2 ans, le temps de faire la transition, et il a créé ensuite Alantra. C'est vraiment un entrepreneur. Il a eu deux aventures entrepreneuriales avec un background politique, économique et philosophique, puisqu'il a un doctorat en philosophie. Et Alantra cherchait à se développer dans d'autres pays européens. Et c'est là, effectivement, où, dans ce contexte d'ouverture du bureau français, on est venu chercher quelqu'un qui avait déjà monté un bureau pour une autre franchise en France. Exactement. Alantra avait déjà un partenariat avec une boutique M&A française. Ils étaient actionnaires minoritaires. Ça fonctionnait pas de manière très fluide, ou en tous les cas, l'intégration n'était pas souhaitée des deux côtés. Et donc, ils ont lancé cette chasse. Moi, quand j'ai rejoint, il y avait 8 pays seulement. On était une entreprise qui était pas présente aux États-Unis, quelques implantations en Europe centrale. Et aujourd'hui, on est dans 22 pays. On est passé de 150 personnes à 700. Un développement qui est très fort. Et la France était un des marchés clés sur lequel Alantra n'opérait pas, tant en asset management qu'en investment banking. Et avec mon recrutement, c'était l'espoir qu'ils ont fondé. Quel est le positionnement de Alantra en France par rapport aux autres acteurs en place ? Alors nous, on combine, il y a plusieurs différents éléments de différenciation. La première, c'est le réseau international. On est dans 20 pays, donc vous avez des boutiques, mais vous avez peu de maisons sur le marché mid-market avec une implantation géographique aussi large que la nôtre. Ça, c'est un vrai élément de différenciation. Et puis le deuxième, c'est la sectorisation. On est organisé en secteurs clés et donc c'est une organisation matricielle. Donc quand une opportunité se présente à nous, on met systématiquement l'expertise sectorielle et le coverage du pays en place pour pouvoir couvrir au mieux les besoins du client. Ce qui est très spécifique, c'est l'histoire de croissance et le projet. C'est une aventure entrepreneuriale d'hommes qui a été créée il y a 15 ans maintenant en global à Paris, il y a 7-8 ans maintenant. Donc c'est une histoire de croissance et un dynamisme très important qui est lié à cet actionnariat que j'évoquais et au côté très entrepreneurial des cadres dirigeants d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter les principales étapes du développement de Alantra? Il y a une forte croissance, vous l'avez rappelé, à la fois en organique et en externe, puisque vous avez aussi pris une participation minoritaire dans une boutique tech à Volta l'année dernière pour renforcer cette expertise sur les opérations M&A et les levées de fonds en tech. Quel a été le chemin de développement de Alantra au cours de ces 8 dernières années? En France. Première étape, ça a été Régus, où j'ai signé mon bail pour avoir un petit bureau et démarrer l'activité. Ensuite, des rencontres avec des recrutements importants d'associés, Franck Noah, Olivier Guignon, Florian Touchard et Oriane Durvie, qui ont rejoint très très vite l'aventure et qui ont vraiment participé à son succès. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Fabrice Cher et Nicolas Sanlis, qui venaient d'une autre maison, qui ont apporté une expertise très forte sur un segment de marché plutôt familial et en région. Il y a eu ensuite l'ajout, et c'est pas forcément par ordre chronologique, l'ajout de la practice financement avec Pierre-Louis Naon, qui a constitué un pôle d'accompagnement de nos clients sur les problématiques de financement. Ça a été une étape très importante et très clé. Il y a eu l'arrivée d'une équipe IMO, avec 3 associés qui ont rejoint il y a 2 ans maintenant et qui complémentent l'offre d'accompagnement des entreprises sur des opérations de sell and leaseback ou cession d'actifs.
Il y a eu Avolta, que vous rappeliez, où on a pris une participation minoritaire dans cette boutique tech, qui est plutôt que tech, on va dire, c'est un spécialiste de l'innovation, en levée de fonds, en rapprochement dans l'innovation. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu de notable encore récemment, en début d'année? Nous avons lancé une initiative sur le green, hein, donc une offre dédiée à la transition énergétique, avec l'arrivée de François de Rugy, ancien ministre de l'Environnement et président de l'Assemblée nationale, pour essayer d'occuper une position majeure dans la transition énergétique, hein, économie circulaire, énergie renouvelable, toutes les thématiques qui sont en lien avec la transition. Vous intervenez sur tous les segments dans ce secteur-là de la transition énergétique, où ça vise plus particulièrement les startups ou les... Oui. Avolta nous permet d'aller sur des levées de fonds, et puis dès qu'une opération est un peu plus substantielle en taille, on travaille en binôme avec Avolta, selon leur spécialité et les nôtres. Alors ça fait maintenant plus de 20 ans que vous exercez en banque d'affaires. À votre avis, avec votre expérience et le recul, qu'est-ce que cherche un client concrètement quand il fait l'appel à une banque d'affaires comme Ghost Partners ou Alantra? Oui, il cherche beaucoup, il a raison. Il cherche une disponibilité, il cherche une qualité dans l'exécution totale, sans aucune faille, puisque la moindre erreur ou la moindre imprécision peut avoir des conséquences très importantes sur l'opération. Il cherche également la confiance. Il cherche quelqu'un vers qui se tourner et partager des choses en toute confidentialité et avoir un avis éclairé. Il cherche également une ouverture d'esprit. L'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise est dans son quotidien et avoir un œil extérieur pour ouvrir les horizons, c'est quelque chose qui est très recherché. Donc c'est aussi pour ça que le côté international et sectoriel que nous avons mis en place est très important pour un dirigeant d'entreprise. Ça lui permet vraiment d'élargir son horizon et son quotidien et peut-être de trouver des diversifications ou des idées qu'il n'aurait pas eues dans son environnement direct. Et il cherche la réussite aussi. Le client, il va vers les maisons qui réussissent, qui sortent des opérations et qui ont encore la niaque. Il cherche la niaque aussi, je dirais. Alors dans la réussite, je vais séparer en deux dimensions, l'origination et l'exécution. Dans l'origination, plutôt la réussite pour le banquier d'affaires, aller chercher des mandats, vous avez lancé 2 bureaux. C'est quoi la recette selon vous d'un bon pitch ou d'une bonne démarche commerciale pour obtenir le mandat? Je vais pas donner tous les secrets. Non, mais sérieusement, c'est comme toujours, c'est un mix de plein de paramètres et c'est l'ajustement de ces paramètres qui fait qu'un pitch se passe bien. Et il n'y a pas de recette. C'est un peu comme un plat que vous préparez. Vous pouvez l'avoir fait 10 fois et puis la 11e fois, ça marche pas. Et vous savez pas forcément pourquoi. Mais c'est comme ça. Il faut accepter que ça passe pas toujours. Ça dépend de la personne avec laquelle, de la contrepartie que vous avez en face ou des circonstances particulières. Mais je pense que déjà quand vous rentrez pour pitcher, la moitié des choses sont déjà passées. Le pitch est presque une validation ou d'une décision qui a déjà été prise ou quasiment prise. Donc il y a très peu de chances de renverser la table, comme on dit, et d'arriver à convaincre quelqu'un de vous prendre s'il avait décidé de prendre l'autre. Donc ça, faut vraiment en avoir conscience. Et donc la grosse partie du pitch se gagne avant. Ça se gagne par la relation que vous avez pu établir avec les décisionnaires, la connaissance du secteur, votre track record, la réputation que vous avez. On dit souvent qu'une réputation vous précède, c'est vraiment le cas. Donc 50% du travail est déjà fait. Et ensuite, c'est souvent la phase du pitch, c'est la relation interpersonnelle que vous nouez avec les décisionnaires. On a souvent l'impression... on a ce mythe un peu du banquier d'affaires qui va dîner ou déjeuner avec le patron de l'entreprise et puis le deal se fait comme ça. Et finalement, le travail d'origination derrière des équipes compte beaucoup moins que ça, vous confirmez? Du coup, ça se passe vraiment comme ça? C'est ce réseau-là qui est important? C'est tisser ce réseau Alors, c'était vrai peut-être bien avant, mais aujourd'hui, ça c'est extrêmement sophistiqué, c'est devenu beaucoup plus...
il y a beaucoup plus de contenu qui est nécessaire et ça passe plus par des simples déjeuners ou un carnet d'adresses. Faut vraiment être sachant sur son industrie, il faut connaître l'ensemble des acquéreurs potentiels ou des cibles, les tendances de l'industrie, il faut parler le même langage et ça passe par une sectorisation et une spécialisation. C'est une vraie évolution que moi j'ai constatée entre la banque d'affaires à l'ancienne, si je peux me permettre, qui consistait à avoir des gens et à faire des déjeuners, à la banque d'affaires aujourd'hui qui est très tournée vers la compétence et la connaissance des industries dans lesquelles les entreprises se trouvent. Dans l'exécution maintenant, quels sont les principaux facteurs clés de succès quand on est banquier d'affaires? Et là aussi, il y a beaucoup d'éléments. Mais ce qui fait vraiment la réussite d'une exécution, ça tient en plusieurs choses. Il y a une vraie ténacité et engagement des équipes. Et l'équipe doit être très profonde. Et à tous les niveaux, il doit y avoir une excellence. Donc, celui qui a fait l'origination, qui gère la relation client, tout comme l'analyste ou le stagiaire qui travaille sur l'opération, il y a un engagement total et une qualité dans l'exécution qui ne doit pas faire défaut à aucun niveau. Ensuite, c'est la pratique, c'est le track record. Si vous découvrez un secteur pour la première fois ou une opération, vous avez peu d'expérience, vous avez plus de chances de faire des erreurs de jugement ou de pas aller dans la bonne voie. Ensuite, c'est, je pense, une intelligence de la situation. C'est plus des qualités presque sociales, c'est de savoir en fonction d'un environnement et des contreparties que vous avez, comment positionner le dossier. Et puis, probablement, la chose la plus importante, c'est des qualités de vente. C'est être capable de convaincre, de comprendre ce que vous vendez et de passer ce message auprès des acquéreurs potentiels. Et pour ça, c'est pas simplement un discours, c'est être intimement convaincu. Et donc, ça veut dire avoir beaucoup travaillé pour comprendre l'actif et passer les messages comme il le faut auprès des acquéreurs potentiels quand on est dans un mandat de vente. Dans quelle mesure votre activité ou votre travail au quotidien, il a changé par rapport à vos jeunes années de banquier d'affaires? Et alors moi, mon quotidien a changé avec mes responsabilités. Avant, j'étais vraiment dans l'exécution, j'étais à la mine, comme on dit. Et puis aujourd'hui, je suis plus j'ai des fonctions managériales, donc qui passent par des recrutements, par des organisations de la structure, diversification stratégique, aller vers des nouveaux métiers comme l'immobilier, comme Avolta, comme la dette. Et puis au niveau du groupe, on a également beaucoup évolué. Et là j'y contribue aussi. C'est plus un travail de vous libérer du temps pour être plus stratégique et aussi pour les clients. Les clients attendent de la seniorité qui passe par avoir plus de temps pour réfléchir stratégie que d'être dans le quotidien et à produire et à délivrer dans l'exécution des projets. On a parlé un peu avant des principaux développements de Alantra en France. Quelle est votre vision stratégique aujourd'hui pour le bureau de Paris de Alantra? Et puis peut-être plus largement, quelle est la vision stratégique de Alantra au niveau mondial? Alors nous, notre vision stratégique, ça sera vraiment le fil rouge de cet entretien, c'est la sectorisation. Aujourd'hui, en France, on a 4 ou 5 secteurs que nous couvrons bien, qu'on peut couvrir beaucoup mieux. Donc il s'agit de renforcer ces secteurs avec des recrutements seniors, donc des partenaires, des associés qui vont venir apporter un complément de réseau ou de connaissances de sous-segments dans des secteurs que nous couvrons. Ça va être probablement d'élargir nos offres de services. Donc aujourd'hui, on est plutôt en M&A et en dette. On fait également de l'advisory sur les opérations de sociétés cotées, sur retraite cote notamment avec Olivier Guignon. Mais on peut avoir une extension, ça peut être du restructuring, ça peut être aujourd'hui un phénomène qui est très répandu, c'est tout ce qui est fonds de continuation, donc accompagner nos clients qui sont des fonds d'investissement notamment à organiser des successions de leurs lignes d'investissement à travers des nouveaux véhicules qu'on appelle des fonds de continuation. Donc je dirais, pour simplifier, notre stratégie en France, elle est de continuer le chemin que nous avons initié. On a fait, je pense, la partie la plus difficile, c'est-à-dire établir une marque, avoir une équipe solide d'exécution et une seniorité avec une taille critique. Il faut simplement pousser, saisir les opportunités de marché qui se présentent avec probablement
des mouvements qu'il peut y avoir d'équipe, donc savoir saisir les opportunités et faire venir les gens dans le projet à l'Entra. Et au niveau du groupe, ça va être de déployer cette stratégie de sectorisation de manière globale, probablement investir sur des hubs plus limités. À l'Entra s'est développé avec beaucoup d'ouverture de pays. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les hubs qui marchent vraiment très fort dans le groupe, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, ça, c'est vraiment, on va se concentrer sur ces hubs. Ça veut dire investir, faire venir des talents. Vous l'avez rappelé, la marque Alantra aujourd'hui en France est bien établie. Et nous, on le voit en fait dans notre activité chez Training You, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par Alantra, donc soit des étudiants qui cherchent des stages, soit des jeunes diplômés qui veulent débuter leur carrière en CDI chez Alantra. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez vos jeunes collaborateurs? Alors, ce qu'on recherche, il y a un socle qui est un socle élémentaire qui ne souffre aucune exception. C'est une formation académique de qualité. C'est des tests techniques qu'ils passent chez nous qui doivent être très bons. C'est une expérience professionnelle déjà réussie dans notre métier. Ça, c'est un socle. Ensuite, c'est vraiment un état d'esprit. On prend du temps pour qu'ils rencontrent l'ensemble de l'équipe, du senior au junior, et c'est une décision qui est collégiale. On se projette tout de suite. On projette tout de suite ce junior dans notre équipe pour voir s'il y a un potentiel d'intégration rapide et si ça fonctionne bien. Ensuite, nous on aime bien les personnalités, on aime bien les aspérités. On aime bien les différences et donc on pense qu'on peut créer de la valeur par de la différence et donc on a vraiment à cœur d'avoir des professionnels qui viennent d'horizons différents. Il y a ce socle qui est commun, mais il peut y avoir des jeunes qui ont fait des expériences de start-up, qui ont lancé des start-up, réussies ou pas réussies, qui ensuite veulent revenir au conseil. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas de nationalité française et qui veulent s'installer en France. Et donc ça, c'est une richesse qui est très, très importante. Il peut y avoir des jeunes qui viennent de corporate, qui ont travaillé en M&A dans Capad et qui veulent ou le private equity. Donc on essaie vraiment d'avoir une mixité parce que cette mixité n'est une richesse pour le client. Quels seraient vos 3 conseils pour un jeune, d'abord pour intégrer Alantra et ensuite pour réussir chez Alantra? Alors pour intégrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit avoir une expérience professionnelle réussie dans un métier adjacent, private equity, corporate development chez un corporate ou banque d'affaires. Il doit avoir un background académique, je dirais, dans l'excellence. C'est pour nous un critère qui est important, mais pas que. On est capable de recruter aussi sur des personnalités fortes. Et puis, je sais pas s'il y en a forcément 3, il y en a peut-être 2 ou 4, je ne sais pas, mais je crois que les éléments de personnalité sont des choses qui sont très importantes parce que quand nous on prend un potentiel. Donc le potentiel, il est pas forcément révélé dans une expérience professionnelle passée, mais nous, quand on fait venir quelqu'un, c'est pas pour remplir une fonction à un instant donné, c'est vraiment pour s'inscrire dans un projet où on construit ensemble une carrière. Et donc, nous, on veut que les jeunes restent et se développent le plus longtemps possible chez nous. Donc, on va évaluer ce potentiel. Et un des potentiels importants à calibrer, c'est, dans un premier temps, le potentiel à absorber une charge de travail, à être performant dans son quotidien. Ensuite, à gérer les équipes. Donc, est-ce qu'il y a cette qualité de la relation pour pouvoir faire évoluer des plus jeunes que soi. Et puis, à la fin, c'est la relation commerciale, capacité à aller chercher des clients, convaincre des clients et vous faire confiance. Donc ce potentiel-là, on le voit dès le plus jeune âge, on essaie de l'estimer et c'est là-dessus qu'on va recruter. On va passer à des éléments d'actualité. Le secteur fait actuellement face à un environnement plus difficile. C'est à la fois au niveau macroéconomique, avec l'inflation, des conditions de financement moins favorables pour les acquéreurs, et aussi à la fois géopolitique, avec les tensions entre la Chine et les États-Unis, le conflit russo-ukrainien et plus récemment les tensions au Proche-Orient. Quelle est votre analyse de cette situation et dans quelle mesure l'activité de Alantra est-elle impactée ? Alors, sans tomber dans le pessimisme à outrance, on est quand même dans une situation très tendue.
où il y a un vrai décalage aujourd'hui, compte tenu de ces éléments macroéconomiques que vous rappelez. Il y a un décalage entre ce qu'un vendeur est prêt aujourd'hui à avoir comme prix, ses attentes, et puis ce qu'un acheteur pense être le prix de marché. Et donc, il n'y a pas de point de rencontre aujourd'hui. Donc, il y a un gel des opérations. Il y a une incapacité à trouver de la liquidité ou trouver des prix d'équilibre. Il n'y a pas de point d'équilibre aujourd'hui entre un acheteur et un vendeur. Ça, c'est vraiment de manière très, très générale. Et pourquoi il n'y a pas de point d'équilibre? Parce que on était habitué pendant des années à des multiples au-dessus de 10. On disait 15 is the new 10, ou avant on disait the 12 is the new 10. Et donc, il y a eu cette habitude et ces repères qui ont été ancrés dans l'esprit des vendeurs qu'une entreprise peut y valoriser à un certain niveau. L'acheteur, lui, dit, aujourd'hui, ça marche plus. Avec le surenchérissement des taux, le modèle financier ne fonctionne plus avec ce prix d'entrée. Et puis, les perspectives macroéconomiques ne sont plus là. Il y a une prime de risque qui augmente. Donc, tout ça tire la valorisation vers le bas. Et l'atterrissage des vendeurs et les efforts de l'acheteur ne sont pas suffisants pour justifier une transaction. Ce qui se traduit par un ralentissement des opérations de toute taille, même sur du small et du mid cap. BCG a sorti un rapport la semaine dernière sur le marché du M&A, investment banking. On est à moins 30% dans le monde sur les opérations, sur tout ce qui est opération investment banking, moins 30%. Vous avez certains de nos confrères, concurrents, qui sont à moins 50% depuis le début de l'année, en chiffre d'affaires, moins 50%. Donc c'est une situation inédite et qui est difficile. Et à l'Entra, on est une société cotée, donc on publie nos résultats de chiffre d'affaires on n'est pas épargné par cette tendance de ralentissement. Quand on est une banque d'affaires, on se doit d'être optimiste. Est-ce qu'il faut continuer à y croire? Et quand est-ce que la situation, selon vous, va s'améliorer? Moi, je pense pas qu'un banquier d'affaires doit être optimiste. Je pense qu'un banquier d'affaires, il doit être réaliste et il doit être opiniâtre, déterminé. Nous, c'est ce qu'on est. Donc, nous, on est très réaliste sur la situation. On pense que 2024 sera encore une année qui sera difficile. Il y a plein d'opportunités dans une crise. On le sait. Il y a toujours une manière de rebondir sur des événements difficiles, comme c'est le cas actuellement. Donc, nous, on considère que 2024, globalement, d'un point de vue macro, sera encore une année difficile, une année de transition, avant une normalisation possible dans les années à venir. Alors nous allons passer à la dernière partie de ce Career Insight, c'est le traditionnel quiz du Career Insight. Je rappelle les règles très rapidement, questions courtes de mon côté et réponses courtes de votre côté aussi. Ok. Si vous deviez définir Goetz Partners en un mot, cela serait lequel? Alors pour moi c'est une histoire ancienne, donc c'est difficile de le définir maintenant, mais celui que vous avez connu à l'époque. Pour moi c'est un mot, ça serait, en ce qui me concerne, ce serait fondation. Ça a été pour moi une expérience de fondation pour construire la suite de ma carrière. Si vous deviez définir à l'Entra en un mot, cela serait lequel? Ambition. Votre meilleur souvenir professionnel? Un petit déjeuner, ça sera pas très court, mais ça sera pas trop long non plus, j'espère. Un petit déjeuner avec le client après avoir réalisé l'opération dans la nuit avec ses enfants, et le sentiment d'avoir contribué à un bonheur familial qui allait être possible grâce à la vente de cette entreprise. Votre pire souvenir professionnel? Le pire, c'est de perdre la confiance de son client. Le plus beau deal que vous avez conseillé? Ouais, je peux pas. C'est comme un livre ou c'est comme un morceau de musique. C'est difficile de choisir un seul deal. Il y en a plusieurs. Un deal difficile que vous avez eu à affronter, closé ou pas d'ailleurs? Les deals difficiles, ce sont les deals qui sont dans des environnements où l'entreprise connaît des difficultés. Donc, où il faut absolument trouver une solution pour la survie de l'entreprise. Donc ça, c'est les situations qui ont été difficiles pour moi. Le client qui vous a le plus impressionné? Alors, le client qui m'a le plus impressionné, c'est un client qui est ensuite devenu un ami et ensuite un senior advisor. Donc, c'est Alain Kézac,
C'est quelqu'un qui m'a impressionné par son accessibilité. Quelqu'un que j'ai rencontré sur le deal Sport 5 lorsqu'il était encore chez Havas. Il a ouvert sa porte grande pour me donner des conseils dans l'univers des droits sportifs, puisqu'à l'époque, il était président du Paris Saint-Germain. Mais il m'a impressionné aussi par sa force de caractère, puisque comme vous le savez, il a eu peut-être un problème de santé, il a perdu une partie de sa motricité, et malgré ça, il est avec nous tous les jours au bureau, à nous accompagner, à nous donner des conseils et à jouer un rôle très important pour Alantra. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup impressionné et qui tous les jours nous apporte beaucoup. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui? Alors, c'était une management presentation à New York avec un fonds anglo-saxon de premier plan dans la technologie. J'avais mon client dirigeant qui était à mes côtés pour présenter son entreprise, et donc c'était un deal très important en termes de volumétrie, d'enjeux personnels pour le dirigeant qui était l'actionnaire principal. Et lorsque le fonds s'est présenté, mon client s'est endormi. Le conseil que vous donneriez au jeune Franck Portet qui étudiait à l'ESCP dans les années 90? De garder ses rêves intacts, de ne jamais renoncer. Merci, Monsieur Portet, pour votre temps. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.